je vais reprendre aujourd'hui en passant par une autre voie, plutôt que prendre une conjoncture précise, mais avec un espace géographique assez étendu. Là, je vais tâcher de vous démontrer comment, en fait, en prenant plutôt un aspect ou un développement pas tant synchronique, en fin de compte, on peut tracer un certain nombre de thèmes. Comme point de départ, aujourd'hui, comme je ferai aussi plus tard en juin, je vais prendre une société de cours que je connais relativement bien et sur laquelle j'ai travaillé par le passé, c'est-à-dire la cour des Timurides en Inde, mais ce que je vais faire, c'est de remonter dans le temps à partir de ce moment du XVIIe siècle. Quand vous voyez cette présentation assez classique de l'espace, assez idéalisé en fin de compte, mais néanmoins l'espace de la cour timuride ou la cour moghole, au moment quand régnait le roi ou l'empereur Shah Jahan, ici relativement jeune. Avec cette structure hautement hiérarchique, donc le roi lui-même et ses intimes qui sont tout à fait en haut, il y a l'espace qui est organisé d'une façon symétrique autour de sa présence, avec son fils ici. Puis, on a quelques éléments symboliques, pas tellement réalistes. Puis, cette présence plus proche des gens qui sont relativement haut placés dans la cour. Et puis, ce deuxième espace où il y a donc des gens qui sont de plus en plus éloignés hiérarchiquement. Et comme ça a été démontré par des historiens de l'art, aussi la façon de peindre les visages des uns et des autres dépend beaucoup aussi de leur présence dans la structure hiérarchique, c'est-à-dire plus loin on est, en quelque sorte, moins stylisé la représentation. Mais alors, le problème que je vais poser aujourd'hui, c'est de savoir, en quelque sorte, comment on est arrivé à ce moment quand il y a une structure de cours tellement hiérarchisée, où d'ailleurs on a aussi pas mal de récits sur cette cour en particulier. Il s'avère que pour la cour de Shah Jahan, on a des récits à la fois écrits de l'intérieur, bien sûr on a les chroniques de Shah Jahan, notamment le texte, le Bachanama de Abdelhamid Lahori, et ça c'est une illustration qui vient précisément de ce texte-là, la version qu'on trouve dans le château de Windsor. Mais il y a aussi pas mal d'autres écrits portant sur cette cour. Il y a des récits, pas beaucoup, mais quand même un certain nombre des Portugais, entre autres des Portugais qui ont été retenus en tant que prisonniers à la cour de Shah Jahan après la prise du comptoir portugais de Hooghly en 1632. Puis il y a aussi les Anglais qui ont été là maintes fois, notamment au début des années 1750, quand il y a eu une ambassade, pas officielle, mais officieux pour demander un certain nombre de farman de Shah Jahan. Et il y a aussi, vers la fin de son règne, il y a aussi des textes néerlandais portant sur cette cour et donnant une certaine vision de son fonctionnement. Mais en réalité, moi je veux remonter assez loin pour revenir en quelque sorte à cette question des Timurides que je vais par la suite donc, développer en juin. Et comme vous le savez, même s'ils sont des Timurides, les Moghols sont aussi des Tchingizides. Ils sont aussi des descendants de Genghis Khan, en passant par la voie des Chagatai. Donc vous voyez parmi les descendants, on a donc Jochi, sur lequel on va revenir, car il est à l'origine de la dite Horde d'Or, qui a eu une influence assez importante
sur la Russie et dont aussi il y a des rapports directs dynastiques avec les tsars, comme par exemple Ivan IV, et un descendant plus ou moins direct de Jochi. Il y a donc le Ulus Chagatai qui vient de cet autre fils et qui donne aussi un des titres des Moghols, parce que les Moghols, en fait, comme c'est bien connu, les Moghols ne s'appellent pas les Moghols. Ce n'est pas un titre qu'ils ont utilisé de préférence. Ils ont en fait plutôt évité ça. Et si on regarde leur propre façon de parler d'eux-mêmes, c'est jamais en tant que Moghols. Ça, c'est en fait l'usage européen et surtout l'usage portugais de la fin du XVIe siècle, car les Portugais ont donc décrit ces trois grands empires musulmans comme le grand turc ou grand turco, le grand Soufi, le grand Sofi, c'est-à-dire le roi de Perse, et finalement le grand Mogor, comme on l'appelait plutôt Mogor plutôt que Moghol. Quant aux Moghols eux-mêmes, ils ont préféré soit s'appeler les gens de la famille de Temur, donc Khandan et Temuriya, ou autrement, souvent, et ça reste le cas jusqu'au XVIIIe siècle, on utilisait ce terme qui est assez curieux, qui est les sultans de la lignée de Chagatai, Salatin et Chagatai. Et donc, en quelque sorte, cette idée de se décrire comme Moghol était presque mal vue chez les Moghols. Ce n'était pas quelque chose qu'ils trouvaient comme une appellation très, très commode ni confortable, mais néanmoins, ils étaient très fiers du fait d'être descendus en partie donc, de Genghis Khan. Et donc, par exemple, maintes fois, quand il y a des guerres de succession chez les Moghols, on parle toujours de régler les choses selon le règlement tchéngizide, ce qu'on appelle le Yasai Chengizi ou le Torah et Chengizi, le Torah de Genghis Khan, le Torah et Genghis Khani, comme on l'appelle aussi parfois. Et là, donc, il y a cette ascendance qui va jusqu'à Genghis Khan. Or, les Mongols ont été visités, pas de la génération de Genghis Khan, mais par la suite par des voyageurs venant d'ailleurs, des ambassadeurs aussi. Et je vais donc commencer avec un texte qui est assez connu de quelqu'un qui a été donc envoyé au milieu du XIIIe siècle chez les Mongols à Karakorum. Et ça, c'est un texte donc, qui a été édité maintes fois dans des langues différentes. Il y a une édition assez bonne en anglais parue il y a une quinzaine d'années, faite par deux spécialistes, Peter Jackson et David Morgan, mais qui porte donc sur cet ambassadeur qui est venu d'Acre, envoyé donc par Saint-Louis, et qui passe donc par la mer Noire, et finalement qui va arriver à Karakorum, et donc qui va donc faire chemin retour un peu comme ça, qui nous a laissé un texte très intéressant, car là, on a en quelque sorte un début, un espèce de prototype pour cette question de l'histoire connectée des cours, car il y a chez Guillaume de Rubruck un certain nombre de réflexions sur lesquelles je vais passer un peu de temps pour vous donner un peu les éléments qui sont déjà présents dans ce récit de voyage. Alors, Guillaume va finalement arriver, comme je vous ai dit, à Karakorum chez Menke ou Mangu Khan, comme on l'appelle parfois. Donc, il est arrivé finalement au tout début de règne de Menke. Mais en fait, avant d'y arriver, il va passer du temps chez Sartaq Khan, qui est donc un Jochid, et qui s'est converti au christianisme. Sartaq n'a pas régné très très longtemps. Mais voilà donc une première description d'une cour mongole, pas la cour principale, mais une cour secondaire de la plume donc, de Guillaume de Rubruck. Voilà. Nous trouvâmes Sartaq à 3 journées du fleuve Étilia,
et sa cour nous sembla fort grande, car il a 6 femmes, et son fils aîné qui habite proche de lui en a 2 ou 3, et chacune d'elles a une grande maison ou habitation qui contient plus de 2000 chariots. Notre guide s'adressa à un certain chrétien nestorien nommé Koyat, qui est un des principaux de cette cour. Il nous fit aller bien loin vers un seigneur nommé Janna. C'est ainsi qu'ils appellent celui qui a la charge de recevoir les ambassadeurs. Donc déjà, on a une espèce d'idée d'une structure, qu'on peut reconnaître. Il y a des gens qui se chargent de la réception des ambassadeurs. Il y a aussi cette idée des maisons organisées autour des femmes et bien sûr ces princes ayant plusieurs femmes. Alors, il ne passe pas beaucoup de temps chez Sartaq, mais il y a une petite conversation que j'aimerais souligner. Alors, c'est Sartaq qui pose cette question. Entre autres choses, il nous demanda qui était le plus grand seigneur entre les Francs ou chrétiens occidentaux. Donc, vous voyez qu'il y a déjà cette tentative de définir une hiérarchie chez celui qui vient chez vous. C'est-à-dire de voir en quelque sorte comment on peut justement faire un exercice de commensurabilité en quelque sorte. Alors, Guillaume de Rubruck nous dit « Je lui répondis que c'était l'empereur, s'il jouissait paisiblement de tout ce qui lui appartient. Mais il me répliqua que non, et que c'était plutôt le roi de France. Est-ce qu'il le flatte? Bon. Mais en tout cas, il dit « car il avait, oui, parlé de votre majesté par monseigneur Baudouin de Hainaut. » Alors, donc, il y a là une espèce de petit jeu, c'est souvent le genre ce sont des topos, et on va souvent retrouver ce genre de conversation parmi les ambassadeurs venus et les rois qui les reçoivent. Mais vous voyez ici, déjà, c'est pour nous dire que Sartaq savait déjà quelque chose sur les Francs. Il n'était pas du tout quelqu'un qui attendait l'arrivée d'un ambassadeur pour apprendre des choses, et il a aussi justement envie de mettre en valeur les savoirs qu'il a déjà. Alors, puis, il va plus loin, il arrive finalement donc chez Möncke ou chez Mangu Khan. Alors, là, il est décrit, et le mot qu'il utilise, et Guillaume de Rubruck est très conscient du fait qu'il est chez quelqu'un maintenant qui a un statut qui est beaucoup plus haut que Sartaq. Il dit, alors donc finalement, comment il a été reçu. Quand il rentre à la cour de Möncke, il dit, ils se mirent à nous fouiller partout pour voir si nous portions point de couteau caché. Et en fait, même leur interprète a été contraint à laisser sa ceinture et son couteau au portier. Donc vous voyez qu'il y a une espèce de souci pour la sécurité de Grand Khan. Alors, le Grand Khan était assis sur un petit lit, vêtu d'une riche robe fourrée et fort lustrée, comme la peau d'un veau marin. C'était un homme de moyenne stature, d'un nez un peu plat et rabattu. Ça, ce n'est pas lui, c'est son cousin, mais néanmoins, je n'ai pas trouvé un portrait de lui directement. Âgé d'environ 45 ans. Sa femme, qui était jeune et assez belle, était assise auprès de lui, avec une de ses filles, nommée Cyrina, prête à marier et assez laide, avec plusieurs autres petits-enfants qui se reposaient sur un autre lit proche de là. Ce palais où ils étaient appartenait à une dame chrétienne que Mangu avait fort aimée et épousée, dont il avait eu cette grande fille, nonobstant qu'il eut une autre jeune femme. Tellement que cette fille était dame et maîtresse et commandait à tous ceux de ce palais qui avaient appartenu à sa mère. Donc là, on va commencer le rituel. Et le rituel chez les Mongols, quand on est reçu, bien sûr, passe par les buveries. Donc, on est donné le choix des boissons. Le Khan nous fit demander ce que nous voulions boire, si c'était du vin ou de la séracine, qui est un breuvage fait de riz, ou de karakosmos, qui est du lait de vache, tout pur, ou du bal, qui est fait de miel. Alors, donc, ils vont choisir. On va voir que ça aura quelques conséquences. Mais par la suite, donc, on a une discussion.
sur les prétentions, sur qu'est-ce qu'il pense de lui-même, son pouvoir, etc. Le Khan, par exemple, à un moment donné, nous répondit que tout ainsi que le soleil épand ses rayons de toutes parts, ainsi sa puissance et celle de Batu s'étendaient partout. Alors, donc il fait un grand discours sur les prétentions universelles qui ont bien sûr les Mongols à l'époque. Mais alors là, comme Guillaume de Rourbrook est plutôt quelqu'un, il est plutôt franc dans les deux sens, il dit qu'il fait un grand discours, il nous explique le discours, et alors là, il dit clairement, jusque-là, j'entendis notre interprète, mais du reste, je n'ai pu rien comprendre autre chose, sinon qu'il était bien ivre. Et selon mon opinion, que Mangu Khan même était un peu chargé de boisson. Donc là, on part vers une espèce de manque de possibilité de communication, pas pour une autre raison, pour une raison bien pratique, car entre la cérémonie et la façon d'être reçu d'une façon cérémonielle et la communication en tant que telle, il y a une espèce de contradiction. Alors, il y a finalement dans ce texte, qui va beaucoup loin que ça, un moment qui est très intéressant, très impressionnant vers la fin. C'est là où il y a donc un débat entre les différentes religions. Donc, il y a une espèce de mise en scène. Les chrétiens venus de l'Occident sont censés présenter leur point de vue et, en quelque sorte, le Khan mongol, en tant que Khan universel, se présente comme juge qui va juger en fait les bonnes et les mauvaises qualités de différentes sortes de religions. Là, on va du bouddhisme jusqu'au christianisme, mais il y a aussi plusieurs sortes de chrétiens présents. Et ce qui est pour moi extrêmement intéressant, parce que ça n'a pas été tellement remarqué, même si deux personnes ont quand même fait remarquer ça, c'est qu'en fait, c'est le prototype de débat qui va se passer en Inde chez les Moghols à la fin du XVIe siècle. Ça, c'est le célèbre, ce qu'on appelle le Ibadat Khana du roi moghol Akbar dans les années 1570 et jusque dans les années 1580. Vous voyez qu'il est là entouré par des gens différents. Il y a aussi ici deux jésuites venus de Goa au début des années 1580. Mais en fait, si on regarde ce débat, c'est présenté sur une façon extrêmement stylisée et le point de départ, c'est le débat en fait chez les Mongols qui était utilisé comme espèce de topos pour les choses. Et si on regarde par exemple les écrits d'un de ces deux jésuites, Montserrat, il a un peu cette idée qu'il se passe quelque chose qui est une espèce de mise en scène, mais il ne sait pas trop comment s'y prendre. Vous voyez donc, même si on n'a pas de représentation de ce genre de débat chez les Mongols, il y a des restes, des habitudes des Mongols qui vont donc continuer. Et on va retrouver le même genre de choses avec quelques modifications et entre autres aussi, bien sûr, à cause du fait qu'on a un changement de religion depuis le temps de Möngke. On va passer par Timur dans un instant pour finalement donc arriver au XVe et XVIe siècle. Alors, donc, première chose à prendre en compte, le fait qu'on a ces allées et venues entre une espèce de poids oriental, pas forcément musulman, qui ne rentre pas forcément dans ce qu'on trouve dans ces visions schématiques de civilisation en conflit ou en concurrence, mais un poids qui est représenté tout d'abord par les Mongols. Mais ça a été dit, et avec peut-être avec raison, que si on veut commencer à regarder les récits sur ce qu'on appelle l'époque de la première modernité, probablement ce n'est pas une mauvaise idée de commencer avec les Mongols, même si ça serait considéré comme un peu tôt par certains qui préfèrent dater la première modernité du XVe siècle, mais pour un certain nombre de choses, et entre autres cette vision universelle et universaliste qui ont les Mongols, c'est quand même, comme point de départ, c'est pas mal. Alors donc, ces circulations entre l'espace oriental, représenté par Karakorum, puis plus tard, avec le récit de Marco Polo aussi, bien sûr, Kubilai en Chine,
Il y a aussi une autre possibilité qui est le Bagdad et el Khanid. Donc, on va toujours jouer avec ces cours-là d'un côté et les autres de l'Occident, qui sont soit du Levant ou de la Méditerranée orientale, comme c'était le cas de Guillaume de Rubruck, mais ça va même aller beaucoup plus loin. Donc, j'arrive à un deuxième moment, et ce deuxième moment, c'est donc quelques générations plus tard, et c'est avec la montée au pouvoir de Timur. Timur, qui n'était pas Tchinghizide, mais qui s'est marié dans la lignée des Tchingizides, donc est devenu, comme il a souvent utilisé comme titre, le titre de gendre. En fait, il a intégré le mot gendre dans son titre, qui s'est déplacé plus vers le sud-ouest par rapport à là où était Monk au point de départ, et qui est donc présent autour de Samarkand et de Bukhara, mais qui va faire des incursions, comme c'est bien connu, en Iran, et ça c'est une chose, aussi en Inde du Nord. Il va passer par Delhi à un moment donné, à la fin du XIVe siècle, et bien sûr, il y a aussi ce moment très célèbre de ces conflits avec les Mamelouks, un moment dans lequel il y a cette espèce d'anecdote qui reste assez célèbre, où quand il va assiéger Damas, il a l'occasion de voir le célèbre savant Ibn Khaldoun, qui s'est rendu, donc, il était à l'intérieur de la ville et il s'est rendu pour voir Timur et pour échanger quelques mots avec lui. Alors, en tout cas, ce qui nous est intéressant, c'est que, donc, déjà, avec Timur ou avec Tamerlan, on a un cadre, bon, maintenant vous voyez, influencé par les Mongols, qui va reprendre beaucoup de ces éléments, mais qui maintenant est dans un système d'aller et venue avec l'Occident et avec les pouvoirs en Occident qui est beaucoup plus fort, et en quelque sorte où il y a aussi des points de comparaison et des tentatives de réconciliation qui vont beaucoup donc au-delà ces moments plutôt occasionnels qu'on trouve chez les Mongols. On a beaucoup d'avantages dans le cas de Timur, entre autres le fait aussi que Timur était un mécène, et les membres de sa famille aussi. Et le résultat étant donc qu'on a une production historiographique énorme autour de Timur, beaucoup plus grande qu'on avait, par exemple, là avec les Mongols. Ce que vous voyez, cette représentation, en fait, ça vient de Rashiduddin, donc ça vient d'un moment qui est beaucoup plus tardif, de la fin du XIIIe, tandis qu'avec Timur, on a une production plus ou moins contemporaine. On a, par exemple, des textes qui sont produits autour de lui, puis dans la génération suivante, et celui qui a fait peut-être l'analyse le plus poussée de tout cela, l'historien américain John Woods, a souvent parlé d'une révolution historiographique du XVe siècle, et qui a lieu parce qu'il y a une production, une explosion de textes autour de Timur. Alors, pour Timur, ce qui m'intéresse, c'est bien sûr de voir par la suite comment il a influencé les Timurides à Herat, puis en Inde, mais je vais m'arrêter un instant sur un texte qui est un texte donc tout à fait comparable au texte de Guillaume de Rubruck, peut-être un peu moins connu, mais qui reste néanmoins un texte assez célèbre. Et c'est un texte qui va donc raconter le voyage d'un ambassadeur espagnol, castillan, Ruy González de Clavijo, qui a fait un voyage de l'Espagne, de Trastámara, jusqu'à l'Asie centrale, en passant donc, comme vous voyez, par la Méditerranée orientale. Et ici, on voit d'une façon plus claire le passage par toute une série de villes assez importantes, Erzurum, Tabriz. Il passe par près de Téhéran, et finalement pour arriver donc à Samarcande et pour revenir donc finalement à la cour du roi castillan Henri III.
Donc, pourquoi ce voyage? C'est quelque chose qu'on connaît, dont les circonstances sont relativement bien connues. Henri III avait donc envoyé 2 ambassadeurs chez les Ottomans. En fait, il s'avère qu'on connaît un certain nombre de choses de ces 2 messieurs nobles, un certain Payo Gómez de Sotomayor et un autre Hernán Sánchez de Palazuelos. Et ils sont donc allés voir le roi ottoman Bayezid. Mais quand ils arrivent chez les Ottomans, en fait, les Ottomans sont dans un mauvais état parce qu'ils se préparent pour une guerre contre Temur. Et cette guerre va mal se tourner, car à la bataille d'Ankara, Bayezid est donc pas seulement il perd la bataille, mais en fait il est assez humilié. On connaît l'histoire, comment il a été par la suite traîné avec Temur pendant un certain temps. Par conséquent, les Castillans vont arriver à la conclusion que s'il faut traiter avec quelqu'un dans ce cadre oriental, c'est plutôt avec Temur. Donc, on envoie cet ambassadeur, Ruy González de Clavijo, qui est un homme qui est assez connu à la cour, qui a aussi quelques prétentions littéraires. Il a aussi écrit apparemment de la poésie. Mais en fait, on n'est pas sûr que c'est lui qui aurait écrit le texte de l'ambassade, parce qu'il y a aussi quelqu'un d'autre qui était avec lui, un certain Fray Alonso Páez de Santa Maria, qui était de la Orden de los Predicadores. Et en fait, l'autre qui va avec lui, en fait, c'est lui qui a une connaissance de l'arabe. C'est lui qui va servir d'interprète, tandis que Ruy González n'a pas ces dons. Mais de toute façon, c'est un texte assez curieux qui parfois est écrit à la première personne, parfois à la troisième personne. Donc, on voit qu'il y a une espèce de un petit peu de manque de stabilité dans le texte. Alors, donc, vous voyez l'Espagne quelques générations après ce moment d'Alphonse X, une Espagne qui a une bonne connaissance d'ailleurs de l'islam ou d'un certain type d'islam, mais pour ces Espagnols néanmoins arrivés en Asie centrale, il y a un aspect un peu compliqué car la géographie politique n'est pas très connue d'eux, mais puis il y a aussi le problème de la traduction qui est un problème constant, car apparemment, comme Clavijo parle que le castillan, il y a le prêtre qui parle l'arabe, et Temur apparemment parlait normalement turc. Donc il y avait cette espèce de triple mouvement entre 3 langues. Alors donc, les moments les plus importants se passent à Samarcande. Et je vais vous donner juste quelques petits exemples de ces conversations entre Clavijo et les gens qui l'entourent avec Temur. Alors, première remarque, il faut quand même... la façon dont il parle de Temur, c'est assez curieux. Le titre qu'on utilise pour lui, c'est El Señor. Donc, en fait, quand on parle de lui, on dit, par exemple... et d'ailleurs, Fasta, il a tendance d'écrire F au lieu de H. Fasta la ciudad era un llano de huertas y casas y plazas donde vendían muchas cosas. Y ahora de Tercia llegaron a una grande huerta y casa donde el Señor estaba, qui era fuera de la ciudad. Donc, on parle toujours del Señor. Puis, dans un certain moment, on va parler d'autres en utilisant des titres assez différents. Et je vais revenir sur cette question de différencier les gens à l'intérieur de ce monde à la fois un peu connu, mais aussi un peu étrange. On parle beaucoup de la cour, des fils, des rapports à l'intérieur de la famille. En fait, il y a énormément d'attention qui
par exemple, à un moment donné, on parle de Miran Shah Mirza, fijo mayor del Señor. Et de la même façon, à chaque fois qu'on va rencontrer quelqu'un de la famille, on va essayer bien de préciser le rapport qu'il a avec les uns et surtout avec Timur lui-même. Alors, encore une fois, on arrive à voir Timur, il est apparemment assis sur ce qu'on décrit en utilisant un mot un peu fort de commun. El Señor estaba sentado en unos como almadraques, qui veut dire une espèce de colchon. Donc, la différence avec les Mongols, qui est assez nette, c'est qu'il n'y a pas de femmes présentes. Donc, déjà, les femmes ont été en quelque sorte retirées de ce type de rencontre. Et donc, on parle avec force détail de ces rapports. Mais alors là, la stratégie de Timur est un peu différente par rapport à la stratégie qu'on a vue chez les Mongols, soit chez Sartaq, soit chez Möncke. Donc, première question. Es decir, preguntarles por el señor rey diciendo, ¿cómo está mi fijo el rey? Alors là, donc Timur se présente en quelque sorte comme quelqu'un qui a un rapport de supérieur à l'inférieur, mais en passant par cette espèce de rapport de pseudo-parenté en quelque sorte. Et en fait, il y a beaucoup de cette utilisation de, par exemple, encore à un moment donné dans ce texte, on retrouve une référence à quelqu'un qui est autour de lui dans sa cour, qui est présenté comme uno de ellos, el fijo del emperador Totamix. Je vais revenir à qui est ce Totamix. Il semble un personnage d'Astérix, mais non, en fait, c'est quelqu'un qui vient de l'Asie centrale. Là, on a donc une tentative assez nette de la part de Timur de démontrer sa position supérieure, tout d'abord, entre tout roi de l'Occident, mais aussi, ce qui est intéressant, à un moment donné, arrive ce qu'on appelle les ambassadeurs du sultan, ça veut dire le sultan mamelouk d'Égypte. Et là encore, Timur va essayer de de se présenter comme quelqu'un qui occupe un niveau qui est beaucoup plus élevé que ces autres, même si, comme je vous ai dit, on n'a toujours pas un titre pour lui, on l'appelle seigneur, on l'appelle aussi souvent dans le texte tout simplement Timur Beg. Donc, à la fois, il manque de formalisation et aussi cette espèce d'assumption de supériorité qui passe par les rapports de parenté ou de pseudo-parenté. En tout cas, pour revenir sur cette question de qui sont les gens qui ont un titre qui est plus élevé, il y a tout d'abord celui qu'on appelle l'emperador Señor del Catay. Donc là, on est en train de parler effectivement des Ming en Chine. Mais deuxièmement, il y a aussi cette autre personne qui est mentionnée maintes fois dans le texte comme l'emperador Totamix, qui est donc Tohtamish, qui est donc le Jochid, qui est le représentant de la Horde d'Or, qui a été qui a perdu des guerres contre Timur dans les années 1390, qui est donc nettement dans une situation d'infériorité quant à la politique réelle, mais néanmoins, dans ce texte, il est toujours traité avec beaucoup plus de révérence au niveau des titres. Par exemple, il y a tout un développement sur puede haber 11 años que este emperador de Tartaglia, donc il est appelé emperador de Tartaglia. Totamix, siendo grande señor, habiendo muy grande gente, salió de Tartaglia con grande poderío de oeste.
y vino para la Persia y entró en tierra y señorío de Tabriz et d'Arménie de l'Alta. Et donc, on raconte un peu ces batailles qui se passent entre les deux. Mais lui, il a donc ce titre d'empereur. Alors, donc, comment faire pour distinguer ça? On voit que plus ou moins dans la tête, dans les idées de González de Clavijo, il y a la notion que empereur, c'est un titre qui appartient tout d'abord aux Chingizides. Donc, ceux qui sont des descendants directs, qui sont des descendants directs, donc des fils de Genghis Khan, chaque Ulus a un empereur à la tête. Tandis qu'il reconnaît en quelque sorte cette manque, ce déficit de légitimité de la part de Temur, qui est donc vu par lui à la fois comme quelqu'un qui est très important, mais qui, d'une façon, disons, officielle, ne doit pas recevoir des titres excessifs, même s'il traite même le roi d'Espagne comme quelqu'un, ou le roi de Castille comme quelqu'un d'inférieur. Alors, maintenant, je passe à un deuxième volet, c'est le moment quand on va tâcher de renverser les regards pour voir pas tant comment les Occidentaux ou les autres arrivés soit à Karakorum, soit à Samarcande ont vu ces gens, mais plutôt de voir la vision du monde qu'avaient donc ces Timurides. Et alors, pour ça, le texte sur lequel je vais me baser, c'est un texte qui reste très intéressant, un texte majeur du XIVe siècle, écrit par Abdelrazak ibn Ishaq Samarkandi, Matla Sa'dain, Majma al-Bahrain, un texte qui a donc été composé à la cour du fils et un certain nombre d'autres descendants, mais tout d'abord le fils de Timur. Et là, j'ai pris le petit passage sur l'article sur Abdelrazak qui vient de l'Encyclopédia Iranica. Donc, vous voyez, Abdelrazak qui est né en 1413 à Herat, qui est le fils d'un qazi imam, puis qui est mort en 1482. Là en bas, vous avez l'article même directement cité. Vous voyez que c'est quelqu'un qui était un savant, qui a écrit des commentaires sur les grammaires, et c'est quelqu'un qui a écrit une grande partie de son texte à partir d'un témoignage direct qu'il avait, parce que c'était quelqu'un qui avait participé directement dans pas mal de choses. Parmi ces récits sur la diplomatie, il y a une petite partie portant sur les rapports avec les Mamelouks, mais ce qui est assez intéressant, sur lequel je ne peux pas m'arrêter aujourd'hui, c'est aussi ce rapport de l'ambassade envoyée chez les Ming. Donc, l'ambassade envoyée par Shah Rukh chez les Ming, et on a un texte écrit par le secrétaire de cette ambassade, Ghayath-ud-Din Naqash, et il a repris ce texte et il l'a reproduit donc dans sa chronique. Ce texte est particulièrement intéressant parce que Temur entretenait de très très mauvaises relations avec les Ming. À la fin de sa vie, il est allé jusqu'à tuer, à exécuter les ambassadeurs envoyés par les Ming, ce qui était un peu hors des normes diplomatiques. Mais en fait, là, on est en train de rattraper un peu, en redéfinissant un peu les rapports à l'époque de Mirza Shah Rukh. Mais ce qui m'intéresse, en fait, c'est une partie de ce texte quand Abdelrazak va lui-même partir en voyage en tant qu'ambassadeur timuride. Donc, à la fois, il est chroniqueur, mais là, c'est un chroniqueur qui devient voyageur et diplomate tout à la fois. Et c'est un texte qu'on avait traité un peu dans ce livre paru en anglais il y a un peu de temps, Indo-Persian Travels. Mais je vais me baser pour aujourd'hui un peu plus sur cette autre version, qui est la traduction d'une partie de ce texte qui a été fait au XIXe siècle par Étienne Quatremer, donc dans les notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque du Roi. Et, pardon. Et c'est un texte dans lequel donc, on voit comment donc, les Timurides regardent le monde, et surtout un monde que pour eux n'est pas si familier que ça, notamment le monde indien.
Les Timurides avaient une certaine connaissance de l'Inde du Nord, bien sûr, car Timur avait fait cette invasion célèbre de Delhi, où il a, entre autres, aussi érigé, un peu comme c'était son habitude, des pyramides de crâne, parce qu'il y a eu un qatl-e-am ou un massacre général près de Delhi à la fin du XIVe. Mais l'Inde du Sud était pour eux une espèce de terra incognita. Et c'est justement là où Abd-ar-Razzaq va se rendre. Alors, donc, il est parti de Herat, hein, parce que maintenant, à l'époque, on est dans les années 1440. Et les Timurides, cette lignée en tout cas, ne se passe plus à Samarkand, c'est plutôt à Herat qu'on trouve la plupart du temps Shahrokh. Et donc, à partir de Herat, il va descendre jusque dans le golfe Persique pour ensuite prendre un bateau pour aller en Inde. Pourquoi faire? Apparemment, Shahrokh avait reçu des lettres venant de l'Inde du Sud, où on parlait justement du fait qu'il y avait quelques communautés de marchands musulmans en Inde du Sud, mais que le roi était un infidèle, était un kafir, mais que ce roi, néanmoins, malgré le fait qu'il était un infidèle, voulait avoir des rapports hiérarchiques avec le titre qu'on utilise. Maintenant, c'est un titre qui est beaucoup plus stable et qui est reconnu un peu aussi dans ce texte. On l'appelle toujours le Khakan fortuné, hein, Khakan Sayyid. C'est le titre qu'on utilise pour Shahrokh. Donc, ce petit roi, qu'on appelle le Samiri a apparemment envie de se mettre en rapport tributaire avec Shahrokh. C'est pour cette raison, donc, que Abd-ar-Razzaq, accompagné au départ par son frère et par un certain nombre de personnes, va descendre donc jusqu'à Hormuz. Il va attendre un petit moment autour de Hormuz. Il fait extrêmement chaud. Manifestement, le voyage par mer ne l'attire pas trop. Il nous dit comment il est monté dans le bateau. C'était aussi un bateau qui était utilisé pour transporter les chevaux. Et en fait, il a perdu connaissance parce qu'il était tellement choqué par l'odeur et il était saisi par une espèce de mal de mer. Mais finalement, il va faire cette traversée pour arriver ici, à Calicut. On est toujours dans les années 1440, donc, et en arrivant à Calicut, Abd-ar-Razzaq est donc choqué par ce qu'il voit. Parce que pour lui, il y a quelque chose qui est assez surprenant, c'est un manque de civilité et un manque de civilisation presque chez ces gens. Ce n'est pas du tout ce qu'il attend. Bien sûr, il sait très bien qu'il va aller dans ce qu'on appelle le Diyar Kufr, le pays des infidèles. Ce n'est pas là où le problème se pose. Le problème se pose ailleurs. Et regardons un peu donc comment il présente les choses. Alors là, ça c'est Calicut d'une façon extrêmement idéalisée dans une peinture du XVIe siècle. Bien sûr, la ville ne ressemblait pas trop à ça. Mais si on regarde le texte de Razzaq, regardons, donc il mélange, comme c'est l'habitude de l'époque, la poésie avec prose, mais la poésie qui est parfois sa propre écrite de sa propre main, comme c'est le cas ici, mais il a aussi beaucoup de citations, des citations qu'on peut reconnaître, des textes en arabe, même des poètes venant de l'époque pré-islamique, de la Jahiliya, mais il y a aussi beaucoup de choses citées en persan, dont des vers qu'on connaît, des grands auteurs tels Hafez, etc. Mais ici, donc, Calicut. Ce qu'il nous raconte donc dans ce petit bout de poésie, des êtres extraordinaires qui ne sont ni hommes ni démons, à la vue desquels l'esprit s'effarouche. Si j'en apercevais des semblables dans mes songes, mon cœur serait tremblant durant plusieurs années.
J'ai eu des liaisons d'amour avec une beauté dont le visage représentait une lune, mais je ne me serais jamais passionné pour une négresse. Voilà, donc premier rapport extrêmement choqué, mais aussi très hiérarchique. Et puis, il y a le problème de la cour. Parce que le problème pour lui, c'est que quand il rentre dans la cour à Calicut, il trouve que ce n'est pas une vraie cour en quelque sorte. Hein. Ça ne ressemble pas à la façon de se tenir dans une situation de cour telle qu'on le reconnaît à Herat ou à Samarcande ou en Asie centrale, ou même chez les Mongols, qui sont néanmoins présents dans son esprit. Alors, donc, regardons le discours d'Abd al-Razak et rappelons aussi que c'est un texte qui est censé être un rapport écrit pour son prince. Lorsque j'obtins mon audience de ce prince, ça c'est le Samiri, la salle était remplie de 2 ou 3 000 hindous, Ahl-e-Hind, qui portaient les costumes décrits ci-dessus. Les principaux personnages d'entre les musulmans se trouvaient aussi présents. Après qu'on me fait asseoir, on lut la lettre de sa majesté le Khakan heureux, donc toujours ce titre, le Khakan et Saïd, et on fit défiler devant le trône le cheval, ça c'est les cadeaux, le cheval, la pelisse, le vêtement tissu d'or et le bonnet destiné pour la cérémonie de Nowruz. Le Samiri me témoigne peu de considération. Au sortir de l'audience, je retournai à ma maison. Plusieurs individus qui conduisaient avec eux un certain nombre de chevaux, ainsi que des objets de tout genre, avaient été, par ordre du roi d'Ormuz, embarqués sur un autre vaisseau, mais pris en route par des pirates cruels. Ils s'étaient vus enlever toutes leurs richesses et avaient eu peine à sauver leur vie. Nous étant rencontrés à Calicut, nous eûmes l'honneur de voir des amis distingués. Alors donc, il se retrouve dans une situation où autour de lui, il y a des gens venus de l'Iran, de l'Irak, ils se sont assez confortables avec eux. Tandis que le problème pour lui, c'est que même s'il y a une présence, comme vous voyez, des musulmans à cette cour, il trouve que la cour en tant que telle, et quand il dit porter le costume décrit ci-dessus, il est très frappé par le fait que les gens, même les gens aussi haut placés, comme le Samiri lui-même, sont torse nu. Donc, il remarque qu'il ne porte pas de vêtements sur la partie haute du corps. Et aussi, apparemment, par exemple, ces choses qu'on a amenées, la pelisse, le vêtement tissu d'or, et en fait, ça, c'est quelque chose qui répond à des utilisations cérémoniales très particulières, et on verra de quoi il s'agit. Mais apparemment, ce sont des cérémonies qui sont inconnues à cette cour. Et il est donc très frappé par ça. Par la suite, il va rester plus de temps. Et ce qui nous frappe, c'est qu'en fin de compte, il n'est pas du tout troublé par le fait d'être parmi les infidèles. Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est qu'ils ne sont pour lui pas des gens civilisés. Ils n'ont pas une vraie culture courtisane. Ils n'ont pas une vraie culture politique pour lui. Et la façon dont il montre ça, parce qu'Abd al-Razak, c'est quelqu'un qui, d'une certaine façon, est assez transparent. Dès que les choses vont mal, il va avoir des cauchemars. Et il a toujours, donc il raconte ses cauchemars, il raconte ses problèmes qu'il voit des choses dans ses rêves, etc. Et ces rêves, par la suite, comme vous le savez, sont souvent donc interprétés. Parfois, on les interprète aussi en utilisant des textes d'interprétation, de Fal, comme on les appelle, ou parfois on utilise le divan de Hafez pour interpréter ses rêves. Mais en tout cas, il est de plus en plus mal à l'aise et du coup, il va commencer à récolter des informations sur les autres royaumes autour pour voir s'il y a quelque chose de plus élevé qui représente quelque chose de plus intéressant et important. Et là, il va entendre parler d'un autre royaume qui existe, beaucoup plus grand à l'intérieur, qui s'appelle donc Bijanagar. Et voilà donc ce qu'il va faire. Il va subitement donc abandonner le projet parce qu'il était envoyé à amener cette ambassade
à Calicut. Mais il décide que l'ambassade à Calicut ne vaut pas grand-chose. Il va donc remonter par bateau jusque dans la côte du Canada. Il va donc faire le passage d'ici, de la côte, jusqu'à Vijayanagar, donc à l'intérieur. Et sur le chemin, par exemple, passons les temples hindous, ce qu'on appelle souvent à l'époque les Buddha-khanes, hein, là où il y a le Buddha étant donc un mot qui vient de Bouddha, donc l'idole, les maisons d'idoles, est toujours décrite d'une façon assez surprenante, avec beaucoup d'admiration, parce que pour lui, ce sont des maisons qui démontrent une capacité de fabriquer des objets qui est très élevée. Et donc pour lui, plus que le problème de la différence religieuse, il y a le problème de l'équivalence entre cultures, et il trouve que ça, ce sont des objets dignes d'une vraie culture, équivalente en quelque sorte là où il vient. Donc finalement, il arrive à Vijayanagar. Voyons, donc à l'époque, quand il arrive, le royaume de Vijayanagar a à peu près 100 ans. Donc ça a été fondé dans les années 1340 par une famille, ce qu'on appelle la famille des Sangama. Et à l'époque, quand il arrive, c'est la fin du règne du roi Devaraya, qui avait régné à peu près 20 ans. Puis par la suite, ce royaume, il y a un changement de dynastie. Et à la fin du siècle, c'est Salva Narasimha qui va prendre contrôle de ce royaume. Et c'est pour cela qu'à la fin du 15e, début du 16e, le nom de Vijayanagar dans les écrits occidentaux devient donc Narsingha, qui est donc une déformation de Narasimha. Et puis on a cet autre roi qui est assez connu du début du XVIe siècle, qui est donc Krishnadevaraya. Je vais revenir brièvement sur lui. Alors, donc, il arrive, il trouve une ville énorme. Il nous dit à maintes fois que cette ville fait plusieurs fois la taille de Herat. Et il a une façon très intéressante de décrire les choses, c'est-à-dire dans son imagination, dans sa tête, il essaye de poser le plan de Herat sur le plan de la ville de Vijayanagar. Donc, par exemple, à un moment donné, il va nous dire, si on est dans un tel endroit, c'est comme si on faisait la distance entre telle porte de Herat et telle autre porte. Et à chaque fois, on comprend donc qu'effectivement, la ville de Herat peut se contenir à l'intérieur de la ville de Vijayanagar, que c'est en fait une ville qui fait beaucoup plus grande. C'est une ville, bien sûr, comme vous le savez, aujourd'hui plus ou moins ruinée, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a donc ces plusieurs centres, ce qu'on appelle aujourd'hui le centre royal, là où il y avait les maisons, surtout les maisons des nobles, etc., et là où il y a une concentration plus grande de temples. Alors, donc, ce qui nous reste, mais à l'époque, bien sûr, c'était beaucoup plus important, c'était beaucoup plus construite. Il le voit avec un œil extrêmement positif, et surtout parce qu'il comprend assez rapidement que la civilité de ces rois se compare tout à fait avec ce qu'on trouve en Asie centrale. Et qu'est-ce que ça veut dire, en fin de compte, pour lui? Ça veut dire surtout le fait que c'est pour lui une cour qui est bien construite. C'est une cour qui a des façons de faire, des cérémonies. Parfois, il retrouve ce qu'il pense sont les mêmes cérémonies. Il se trompe parfois, mais en tout cas, il trouve qu'il y a les mêmes cérémonies, mais en tout cas des choses assez semblables qui peuvent se traduire entre l'Asie centrale et ce pays, même si c'est un pays donc des infidèles. Mais peu importe, parce que vous voyez que pour lui, il y a infidèles et infidèles. Ce n'est pas du tout la même chose. Les infidèles de la côte de Kerala ne sont pas dignes d'être traités avec considération par quelqu'un venu de la cour du Khakan fortuné, tandis que là, on est face à des gens qui sont vraiment dignes. Et c'est quoi ces mesures de dignité? Tout d'abord, les constructions. Il n'est pas du tout impressionné par la construction de la ville à Calicut. Il trouve qu'une ville qui est construite essentiellement en bois n'est pas une ville d'une qualité élevée, tandis que
on voit qu'il y a là des choses qui sont beaucoup plus solides, qui ont survécu jusqu'à nos jours. Il n'est pas du tout troublé par le fait de la présence des bas-reliefs et des choses comme ça. Hein. La représentation des êtres humains, il n'est pas du tout troublé par ça, apparemment. Surtout pour lui, donc, il se retrouve dans ce qu'on a appelé, et on doit cette phrase au savant américain Philip Wagner, une culture qui serait une culture hindoue, mais assez... Alors, Wagner utilise le mot de islamisé ou islamiciser, mais en fait, ce n'est pas vraiment ça, c'est plus une culture persianisée. Et le fait que, malgré la présence partout des hindous, une présence minoritaire des musulmans, qu'on est dans une situation où on avait donc à faire avec des gens qui ont plus ou moins le même type de culture, des ressemblances de famille, ça suffit pour Abdelrazak. C'est une question qu'on avait donc par la suite développée, nous, dans ce livre portant sur les états successeurs de Vijayanagar, qui s'appelle Symbols of Substance. Et il y a aussi un texte d'un historien catalan, Joan Pau Rubies, qui traite un peu de ces récits de voyage, surtout des récits de voyage des Européens, pas tant des gens venant de l'Asie centrale comme Abdelrazak. Mais là, vous voyez, je n'aurai pas le temps de développer cette partie de texte, mais vous voyez qu'on est dans une description parallèle à cette description de la réception chez le roi de Calicut. Mais par contre, il est plutôt content avec cette façon d'être reçu. L'auteur de cette histoire étant arrivé dans cette ville à la fin du mois de Zihijjah, séjourna dans une maison extrêmement élevée qui lui avait été assignée et qui correspondait à celle que l'on voit dans la ville de Herat, donc toujours cette espèce de comparaison, Vijayanagar-Herat et Herat-Vijayanagar, au-dessus de la porte du roi. Alors, donc, vous voyez par la suite, il voit le roi. Le roi était vêtu d'une robe de satin vert. Il avait autour du cou un collier composé de perles d'une belle eau et de pierreries magnifiques. Pas de question de gens qui sont torse nu. Il avait le teint olivâtre, le corps maigre et la taille assez élevée. Sur ses joues se montrait un léger duvet, mais son menton n'avait point de barbe. Sa physionomie était extrêmement gracieuse. Donc, vous voyez, conduit devant son prince, j'ai baissé 3 fois la tête. Et on voit aussi qu'il y a une espèce de compréhension, fausse compréhension peut-être, sur un certain nombre de cérémonies. Notamment cette question assez cruciale de khelat, c'est-à-dire les robes d'honneur. Parce que vous voyez qu'il avait apporté des robes à Calicut, mais les gens là-bas ne savaient pas trop quoi faire avec. Tandis qu'à Vijayanagar, on comprend que ce sont des robes qui passent par la main du roi et qui sont données par le roi à des nobles ou d'autres. Et manifestement, on est dans une culture partagée de l'utilisation de textiles, de tissus. Et pour ça, il est donc très content de se retrouver chez des gens qui savent plus ou moins ce qu'il faut faire dans ces circonstances. Alors, donc, je vais terminer en faisant un peu une petite réflexion sur ces passages possibles et impossibles. Donc, vous voyez qu'on a vu des ambassadeurs venant du roi de France jusqu'à Karakorum. On a vu aussi donc, un Castillon à Samarcande et surtout, donc, par la suite, ces Timourides venant chercher les gens ailleurs dans le monde. Et ce qu'ils trouvent finalement, ce n'est pas un monde où tout est compréhensible, où on peut faire des équivalences un peu partout. Mais ce qui nous est intéressant, je crois, c'est que au premier lieu, ça ne passe pas par la religion. Ça ne passe pas par les équivalences entre deux religions soit connues, soit déjà en conversation, soit déjà avec un rapport qui est un rapport généalogique, comme ça serait le cas avec les juifs, les chrétiens et les musulmans. On arrive dans une autre situation, on n'est pas prêt à accepter tout le monde, ce n'est pas comme si on est sans préjugés. Il y a beaucoup de préjugés ici, mais ce qui reste intéressant, c'est comment en fait on arrive à faire passer
un certain nombre de choses tout en rejetant d'autres, là où on est prêt à faire des équivalences et là où on arrive à la conclusion que ça ne vaut pas la peine d'avoir des rapports. Finalement, quand Abdel-Razak rentre chez lui, donc l'image de l'Inde qu'il va porter avec lui, c'est des royaumes énormes et importants, mais aussi d'autres gens, d'autres royaumes avec lesquels il ne vaut pas la peine d'entretenir des vrais rapports. Et ce qui nous est intéressant, c'est que 2 siècles plus tard, quand les voyageurs de l'Asie centrale, passant par l'Empire moghol, vont arriver dans l'Inde du Sud, et ils vont toujours avoir dans leur bagage le texte d'Abdel-Razak. Et donc, les gens venus de Herat ou de Balkh et faisant leur voyage en Inde du Sud restent en quelque sorte toujours prisonniers de ce cadre qui a été défini pour déjà dans les années 1440. Merci.